Chaque année, au printemps, l'escadre de l'Atlantique effectue des exercices dans le nord de l'Europe. La croisière blanche, comme nous l'appelons, nous conduit cette année en Hollande, en Suède et en Norvège. Je découvre ainsi, entre les 5 et 9 juin 1970, le gigantesque port d'Amsterdam et les nombreux canaux sillonnant la ville, une première fois de jour, puis une seconde fois le soir, quand la ville s'illumine. Au musée, je m'attarde devant la Ronde de nuit de Rembrandt, ignorée ou presque 9 ans plus tôt lors d'un voyage scolaire. Je visite aussi le quartier qui abrite la plus vieille activité commerciale du monde, une curiosité car ici les dames attendent bien au chaud derrière des vitrines et le moment venu un simple rideau protège leurs ébats des regards des passants. En musardant un soir, avec les copains le long des canaux, il nous a été proposé une entrée sans frais à un concert. Nous n'en saurons pas plus lorsque nous remet les tickets, mais comme c'est gratuit et que la curiosité nous y pousse, nous nous y rendons. L'entrée minuscule de l'établissement débouche sur un long couloir sombre qui rejoint une vaste salle déjà surpeuplée, très bruyante et bien enfumée. Des jeunes gens, filles et garçons, la plupart vêtus comme des hippies, attendent là, assis à même le sol, face à un écran géant, suspendu aux poutres apparentes du plafond. L'arrivée de 5 marins en uniforme crée un instant l'événement. Les têtes se tournent vers nous, le niveau sonore diminue quelques instants pour reprendre de plus belle. Je ne décèle aucune hostilité à notre rencontre, mais on rit beaucoup de nous. Nous sommes prêts à quitter ce lieu spécial quand on nous invite gentiment à nous asseoir. Alors, l'expérience se poursuit. Partout autour de nous, on roule et on fume des cigarettes dont l'odeur n'évoque pas celle du tabac. Pour ne pas être en reste, nous sortons nos troupes, qui, elles, au moins, sentent bon le tabac brun. Des échanges nous sont alors proposés, mais aucun d'entre nous ne s'y risque. Par contre, les questions existentielles soulevées par nos amis d'un soir reçoivent des réponses tranchées qui, loin de les irriter, les font sourire. Une musique d'enfer met fin à nos conversations dépourvues de sens, et les projections de couleurs criardes sur l'écran blanc créent une atmosphère surréaliste pour des esprits si peu ouverts comme les nôtres. Les miaulements surpuissants d'accords proches de la musique indienne, les couleurs furtives et criardes étalées devant nous par un kaléidoscope, la fumée bleue de plus en plus épaisse et toujours plus âcre, toutes ces choses ont raison de notre patiente curiosité. Après une brève concertation, nous quittons cet enfer, saoulés par ce brouillard toxique qui l'a envahi. Comme lors de mon premier voyage en Hollande, une excursion me conduit à Volendam et sur l'incroyable île préservée de Marken. C'est un vrai plaisir. Du 15 au 18 juin 1970, la ville suédoise de Göteborg nous accueille. C'est un des grands ports de la mer du Nord, une ville belle et intéressante, où nous avons de nombreux contacts, notamment avec des étudiants, recherchant des témoignages concernant les mouvements populaires français de ces dernières années. Ils sont très informés sur les événements de mai 68, bien plus que moi, qui n'en ai connu qu'un bref épisode parisien lors de mon retour de Tahiti. Un grand parc d'attractions, ouvert toute l'année dans cette ville, attire tout au long de notre séjour un grand nombre de marins de tout grade. Une première escale en Norvège nous conduit au fond d'un magnifique fjord jusqu'à Ulvik, une petite agglomération posée au bas des montagnes, dans un écrin de verdure, au bord des eaux calmes du bras de mer. C'est tout simplement beau ici, comme l'accueil incroyablement chaleureux qui nous est réservé. Un bal avec costume folklorique et un buffet sont organisés pour l'unique soirée de notre séjour. Une seconde escale en Norvège, du 20 au 22 juin 1970, marque la fin de cette incursion de l'escadre de l'Atlantique sur les rivages de l'Europe du Nord. Elle a lieu à Trondheim, coquette ville bâtie elle aussi sur les rives d'un bras de mer.
Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands disposaient ici de nombreuses installations, dont une base sous-marine. Cette région a été le théâtre de batailles engagées par les Alliés pour sa reconquête. C'est une bonne escale, similaire à la précédente, avec une durée d'ensoleillement encore plus grande, car nous nous sommes rapprochés du cercle polaire. Ici, à cette époque de l'année, le marchand de sable passe avant le coucher du soleil. Notre navigation vers Brest nous conduit le long des côtes des îles Shetland, des îles Hébrides, puis en mer d'Irlande, et enfin par le canal Saint-Georges, nous atteignons les îles Scilly. Ce nom évoque pour moi le souvenir d'un sauvetage effectué, juste avant Noël 1966, par le Doudard de Lagrée, sur l'atoll de Scilly, en Polynésie française. 5 mois se sont écoulés depuis notre retour à Brest. Un temps réparti entre des tâches d'entretien à quai ou de courtes sorties au large de notre port d'attache. Un exercice plus important avec la marine espagnole conduit le Tartu dans des eaux plus chaudes et vers de nouvelles escales. Nous sommes plusieurs bâtiments à entrer dans Vigo le 20 novembre 1970. À terre, je consacre ma première visite à l'exploration de la vieille ville aux maisons si typiques. Boutiques, bars et restaurants jalonnent les rues étroites et souvent pavées de ce quartier qui tarde à s'animer malgré la présence des marins. Des odeurs de cuisine flottent dans l'air, mais les restaurants servent les clients très tard, en décalage complet avec nos habitudes horaires en France. Avec un peu de patience, je parviens, ce premier soir, à déguster, entre autres, quelques-unes de ces grosses moules locales noyées dans une sauce épaisse et plutôt relevée. Sur le chemin qui me ramène à bord, les ruelles sont à présent bien encombrées. Groupes de jeunes et couples en promenade partagent avec les pompons rouges, encore plus nombreux, l'espace limité des ruelles. Des marins éméchés et braillards ont maille à partir avec la police locale. Un tableau classique quand les fauves sont lâchés en si grand nombre après de longs jours de mer. Classique, oui, mais ici à Vigo, en Espagne, ces incidents ont eu une issue extrême. En effet, la nuit passée, des représentants de l'ordre, se sentant sans doute menacés, ont tiré à balles réelles en direction de marins agités qui leur faisaient face. 7 de ces marins ont été blessés aux jambes. Les coups dirigés vers le sol, juste devant les victimes, les ont atteintes après avoir ricoché sur les pavés. Cette affaire d'ampleur inhabituelle a pour conséquence immédiate l'obligation faite à nos bâtiments de quitter la ville. Les blessés, dont la vie n'est pas en danger, sont envoyés en France ou seront envoyés en France à bord de notre ravitailleur d'escadre. Notre prochaine escale aux îles Canaries est maintenue malgré tout. Las Palmas est la capitale de la Grande Canarie, une île montagneuse d'origine volcanique comme l'ensemble de cet archipel situé au large du Maroc. Nous sommes ici en territoire espagnol, alors la consigne principale donnée aux permissionnaires est de conserver une attitude digne en ville en évitant, par exemple, les excès d'alcool. Pour ma part, ce n'est pas un problème. Après une randonnée pédestre dans la ville, suivie d'une soirée restaurant, je complète ma découverte des lieux par une excursion qui me conduit à l'intérieur des terres. L'endroit vaut la peine, mais il y a quelques années de cela, j'ai eu la chance de voir Fuerteventura, Lanzarote et surtout de visiter Tenerife, l'île la plus belle et la plus intéressante à mon sens. Le 11 décembre 1970, c'est sous un ciel moins clément que le Tartu tourne ses haussières dans l'un des ports de guerre de nos amis les Anglais, à Portsmouth. Comme à l'habitude, un tour de ville s'impose, même sous la bruine, car il me faut acheter quelques babioles avant la fermeture du week-end. Pas d'excursion ici, mais je participe à une visite guidée du HMS Victory, le bâtiment sur lequel Nelson a perdu la vie pendant la bataille de Trafalgar est conservé en parfait état. La cabine du grand amiral, le lieu où le boulet français lui ôta la vie, mais pas la victoire, les locaux exigus de l'équipage, les ponts de l'artillerie,
le pont supérieur et les gréements sont autant d'images conservées d'un passé maritime qui m'a souvent fait rêver. Le 15 décembre 1970, nous quittons cette ville triste et grise en longeant l'île de Wight, cap sur notre port d'attache, avec en perspective un retour au pays pour les fêtes de fin d'année. Du 2 au 5 mars 1971, nous faisons escale à Safi au Maroc. Le 5 juin 1971, en Méditerranée, au sud-est de l'Espagne. La mer est calme et ce matin nous avons vu des requins-marteaux. Nous naviguons en escadre, formant avec d'autres unités un écran de protection devant le porte-avions Arromanches et le pétrolier ravitailleur d'escadre, la Saône. J'ai terminé un quart de 20h à 24 au central opération. Ma journée est donc finie, je plonge sans plus tarder dans ma couchette. J'ai l'impression d'avoir pris la bannette il y a seulement quelques instants quand je suis réveillé, plus par les copains qui s'agitent que par la diffusion générale qui vient de délivrer un message. Encore allongé, je demande « Qu'est-ce qu'il y a ?» On me répond à la sauvette « Le surcouf s'est fait rentrer dedans ». Je ne sais pas ce qui nous a été demandé sur haut-parleur, alors je m'habille en toute hâte avec l'intention d'aller glaner dehors quelques informations. Je traîne avec moi mon Pentax, mon appareil photo, dans lequel j'ai placé une pellicule noir et blanc de 400 ASA adaptée à la pénombre de cette fin de nuit. Le surcouf est là, stoppé non loin de nous. On distingue nettement une entaille qui ouvre sa coque à tribord, sur l'arrière du bloc passerelle. À l'intérieur, comme au-dessus, c'est le chaos. Le télépointeur avant est couché sur la passerelle supérieure, qui elle-même s'est affaissée. Des tuyaux déchirés et des câbles pendent dans la brèche ou le long du bord. Au niveau de l'impact, la tôle a été pliée, compressée, au point que les locaux et leur contenu sont maintenant plaqués sur les côtés de la saignée. L'eau envahit toute la partie du compartiment située sous la flottaison. La houle inflige des torsions importantes à la coque, fragilisée par une coupure jusqu'aux 2/3 de sa largeur. Tout le monde est conscient du fait que, dans peu de temps, la partie avant et arrière, les parties avant et arrière vont se séparer. Nos embarcations, ainsi que celles encore disponibles du surcouf, font des navettes incessantes, amenant à notre bord, par petits groupes, l'équipage du bateau blessé. Les hélicoptères de la Romanche, des HSS Sikorsky, évacuent aussi du personnel par hélitreuillage depuis les plages avant et arrière. On parle alors de plusieurs blessés déjà transférés sur le porte-avions. À bonne distance, le bateau qui est entré en collision avec cet escorteur d'escadre ne semble pas avoir subi de grosses avaries. Son étrave n'est pas déformée, ce qui est assez surprenant quand on sait qu'elle a pénétré aussi profondément dans la coque du surcouf. Ce dernier est à présent vidé de son équipage. Seule une équipe réduite reste à l'arrière. Une haussière est alors passée sur le Tartu, qui doit remorquer le bateau amiral jusqu'à Carthagène en Espagne. Pour prendre ce cap, remorqueur et remorqué, actuellement placés parallèlement à la houle, doivent pivoter de près de 180 degrés. Cette giration nous présente, au bout d'un moment, perpendiculairement aux ondulations de la surface. C'est un moment redouté où des contraintes différentes et surtout plus prononcées s'exercent sur l'étroit lien qui unit encore les deux parties du navire. C'est la rupture. L'avant se détache et s'incline rapidement sur le côté. L'étrave se pointe ensuite vers le ciel, puis l'ensemble s'enfonce lentement jusqu'à disparaître sous la surface. L'eau déjà souillée, irisée par le déversement de mazout, est maintenant couverte de papier et de débris divers. L'arrière a gardé sa stabilité et son étanchéité. Je suppose que l'équipe de marins qui s'y trouve a dû connaître des moments d'angoisse. Le remorquage se poursuit sans encombre. Nous atteignons la terre le même jour, ce 6 juin 1971, que je ne suis pas prêt d'oublier. Cette mission, une fois accomplie,
nous retournons sur les lieux du naufrage pour rechercher des documents sensibles qui pourraient encore flotter entre deux eaux. Il faut dire que tous ces papiers répandus à la surface provenaient de la passerelle et du poste de commandement de l'amiral d'escadre. Nous rentrons maintenant à Toulon. Il nous a été demandé de donner nos pellicules photos afin d'aider la commission d'enquête dans ses travaux d'investigation. Malgré les promesses de restitution, j'ai gardé la mienne car j'avais peur de ne plus la revoir. Nous en savons un peu plus aussi sur l'accident impliquant le pétrolier soviétique Boucharov, un bâtiment à l'étrave renforcée conçu pour la navigation dans les eaux gelées du nord de l'Europe. L'accident s'est produit un peu après 4 heures du matin, alors que sa route, celle du Boucharov, le conduisait à couper l'écran de la formation. Pour le Tartu, le CPA, ou le point le plus proche où il devait passer, devait avoir lieu sur son avant. Le central opération du Tartu avait également relevé une route de collision avec le Surcouf, donc un CPA nul, et l'en avait informé une première fois, car la règle est de communiquer un maximum de données aux responsables de la situation surface, le SRRCS, ou Surface Red Reporting Control Ship. Le fait n'avait pas échappé aux détecteurs de quart sur le navire amiral. Ils avaient, disent-ils, déjà averti leur officier de quart en passerelle. Une absence visible de réaction et l'imminence de la collision avaient conduit Biquet, c'est le surnom qu'on donne à un détecteur du Tartu, à renouveler son alerte auprès du SRRCS. Ensuite, l'évidence d'un abordage est très vite apparue du fait que les échos radars des deux bâtiments s'étaient confondus et immobilisés. Que s'était-il donc passé cette nuit-là, sur la passerelle du Surcouf? Marcus, dont la mère est journaliste, m'a proposé de faire éditer mes photos moyennant finance. Je m'en garde bien, même sous couvert de l'anonymat. Et puis, quelques mois ont passé depuis cet incident. À Toulon, je ne suis pas dépaysé, j'ai retrouvé un environnement, des amis, des copains. Un beau matin, alors que je surveille le poste de lavage dans une coursive, Saint-Pab, c'est le surnom que nous donnons à Briand, un second maître détecteur, ce dernier me lance « Alors Kesh, on retourne sur le Doudard ?» Venant de lui, il me faut déterminer s'il s'agit d'une question, d'une information, ou plus probablement d'une de ses blagues. Pourquoi justement le Doudard? C'est un peu gros. Néanmoins, sûr de rien, je réponds « Ça m'étonnerait, le bureau administratif m'aurait prévenu. »« Si, si, dit-il, tiens, demande à Arsène, il y va aussi. » Arsène, qui justement arrive, confirme, comme plus tard le fera le bureau administratif, cette excellente nouvelle.